Welcome everybody. Bienvenue, véritablement. Nous sommes enthousiastes et nous sommes ravis de vous voir ici aujourd'hui. Nous allons parler de la super-économie. Notre panel s'appelle « Faire en sorte que l'économie circulaire fonctionne » parce que nous devrons apprendre avec vous comment faire en sorte que nous fassions l'économie circulaire et que cela devienne un business model véritablement. Alors, nous avons lancé un livre et j'espère que vous avez reçu cet ensemble de publications. Et une de ces publications, c'est une sélection de cas, en fait, d'économie circulaire et d'intégration dans le business model. Et je vais vous en parler de ce projet dans quelques instants d'ailleurs. Et le problème dont nous voudrions vous parler, et on se posait la question, on a pensé à parler... comme vous voyez, le panel est très différent, très international, parce que l'économie circulaire amène pas mal d'idées, pas mal de questions. Deuxième génération de recyclage, est-ce que l'économie circulaire a la possibilité de surmonter les problèmes, surmonter certains défis de capitalisme. Mais ce que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est de voir comment le faire et comment faire cette économie circulaire et voir comment les sociétés ont pris une route imaginaire et sont devenues couronnées de succès avec ce modèle d'économie circulaire. Alors, je suis véritablement ravie de partager le sujet avec le panel que j'ai. Je vais vous présenter les membres du panel, mais cela très brièvement. Nous avons Luis Fierro, il est co-fondateur, il vient d'Allemagne. Ensuite, nous avons Peter Ostojic, il vient du Chili. Il a réinventé sa société, et c'était la société de son papa. Et ensuite, il a voulu faire un gros changement de manière à pouvoir améliorer cet état d'esprit de l'économie circulaire. Nous allons écouter son histoire. Nous allons écouter également Bart Bleierwelt, qui partage sa société avec un groupe d'étudiants. Ils ont pensé à surmonter le problème du plastique. Nous allons également écouter le docteur Carmen Hijosa, qui a fait des recherches et qui a testé pas mal de possibilités jusqu'à ce qu'elle puisse trouver des solutions et qu'elle puisse créer du cuir biologique. Et ensuite, il y a François-Michel Lambert, qui est en fait le président de l'Institut français pour l'économie circulaire. Voilà, ça, ce sont les membres du panel. Alors, je voudrais aller un petit peu plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition et je vais passer la parole aux orateurs. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une question, Louise. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le rôle de la Fondation ULAC? Merci. Je suis ravie d'être ici à ce forum mondial et nous sommes ravis d'avoir collaboré avec l'Union nationale et avec le forum à Lille. Nous voudrions vous parler de ces états de ces cas de business model. Nous avons reçu 25 propositions et nous en avons choisi 16 qui sont publiées dans le livre que nous venons de lancer il y a quelques jours et que vous avez sur le site web. Et nous allons également un deuxième rapport qui va être publié en ce qui concerne la responsabilité sociale et les plans d'action dans 2 régions et dans les Caraïbes et en Amérique latine.
ULAC Foundation est une organisation internationale qui est faite de 61 pays membres d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous sommes basés à Hambourg, en Allemagne, et nous avons quelques activités différentes dans ce domaine. Nous avons une collaboration entre les clusters, les groupes de production dans 2 régions. Nous avons également travaillé sur l'internationalisation des PME. Nous avons également un projet de cartographie en Amérique latine et en Colombie. Nous voulons contribuer au processus de la paix en essayant de voir les zones d'activité qui pourraient être là. Et nous avons travaillé dans différents domaines pour booster, en fait, les activités, la compétitivité, l'internationalisation, et particulièrement des PME. Et je parlais maintenant avec mon collègue ici. Et l'économie circulaire, vraiment, c'est un sujet qui nous intéresse et nous espérons pouvoir être à même de travailler davantage dans ce domaine-là dans les années à venir. Et pour commencer par aujourd'hui, d'ailleurs. Merci beaucoup, Louis. Donc, je voudrais clarifier. Nous allons passer par un processus. Nous sommes ici et je voudrais vous dire cela parce que nous avons choisi ces cas avec grand soin pour être ensemble aujourd'hui, pour parler ensemble en ce qui concerne les processus que nous avons connus pour arriver au point où nous en sommes. Comme je l'ai dit déjà auparavant, tout d'abord, nous avons fait une recherche sur les politiques publiques. Nous avons fait pas mal d'entrevues en Europe, en Amérique latine, pour essayer de comprendre ce que nous devons apprendre et ce que nous pouvons apprendre ensemble en Europe, en Amérique latine et les principaux problèmes qui attirent l'attention des personnes. Alors, je pense que les 2 problèmes principaux, c'était l'économie circulaire et les maladies. En ce qui concerne l'économie circulaire, nous avons quelques cas et ici, nous avons 3 sociétés qui représentent les meilleures pratiques que nous avons découvertes au cours de notre recherche. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et merci de partager votre expérience. Et maintenant, je vais passer la parole au docteur Carmen Hijos, qui nous vient de Ananas Anam. Comme ça, c'est mieux. Bonjour, I am going to speak. Je vais parler anglais, mais si quelqu'un veut dire quelque chose en français, je crois que je peux gérer ce français. Et voilà, je suis prêt. Et j'aime les citations. Et je crois que cette citation de Goethe, courage, c'est ce que nous avons besoin dans une économie circulaire. Et le courage, c'est vraiment quelque chose de clé pour tout ce que nous faisons dans notre travail. Anana, donc je travaille avec des plantes, avec des fibres. Alors, je vais vous parler de mon histoire, parce que mon histoire explique pourquoi je me trouve ici devant vous. Bien entendu, toute histoire a un voyage. Mon voyage a commencé en Espagne. Moi, quand j'ai eu 19 ans, je suis partie d'Espagne en Irlande et j'ai créé ma propre société. Et comme vous pouvez le voir là, je faisais un produit luxueux en cuir ici. La société a été couronnée de succès. On exportait partout dans le monde. Et suite à cela, j'ai commencé à faire de la consultation. Et moi, je voulais améliorer les produits pour les pays d'exportation. Mais lorsque je suis arrivée et lorsque je faisais du coaching dans différentes parties du monde, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un produit luxueux, mais c'est
c'est vraiment une chaîne d'approvisionnement totale. Alors, je suis allée aux Philippines et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le cuir? J'ai visité et j'ai été choquée de voir comment le cuir est produit. Et j'étais tellement choquée, je me suis dit, c'est un désastre écologique et c'est tellement un désastre écologique que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec du cuir. Et j'étais au centre de Philippines et je me suis dit, bon, mais faites tout ce que vous voulez faire. Et véritablement, c'est ce que j'ai fait. Ça a été un voyage considérable. J'ai voyagé dans tout le pays et j'y ai été pendant plusieurs années. J'ai été visiter des producteurs de fibres, des teintureries également. Et après cela, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Donc, voilà, il y a une communication entre l'économie et les gens. Et il y a l'empathie, ce partage. Je partage avec toutes les personnes avec qui je travaillais quelque chose avec de l'intégrité. Et je crois que ça, c'est une des leçons que j'ai tirées, une des plus grandes leçons que j'ai tirées dans ma vie d'ailleurs. Alors, je vais passer en revue certains produits qui ont été réalisés aux environs de l'année 2000 et même avant cela, pour vous montrer que véritablement l'innovation, la conception a quelque chose à voir avec donner une valeur à quelque chose, une fibre naturelle, un déchet, quelque chose qui n'est pas très valable, mais il est vrai, nous pouvons créer quelque chose et lui apporter de la valeur. Et ça, ce sont les produits qui sont arrivés de ma recherche. Voilà, ça c'est de l'acaba. Peut-être que vous voyez cela dans les arbres de Noël, pendant le Noël, c'est toujours de l'acaba. Et ça, c'est des fibres d'ananas. Et véritablement, lorsque j'ai vu ce matériau, et je vais passer ce matériau. Et je me suis dit, waouh, il s'agit d'une fibre flexible. Peut-être que je pourrais prendre quelques fibres. Voilà. Ceci m'a amené à une autre étape de mon développement, si je peux parler de mon développement et de ma vie même. Et j'ai commencé à faire une recherche pour développer ces nouveaux matériaux. Et je suis passée d'Irlande au Royaume-Uni. J'ai fait un PhD au Royal College of Art jusqu'en 2015. Donc, je viens de créer une société. Et l'idée était de développer un nouveau matériau qui pourrait être améliorable et qui pourrait donner de la valeur au plus de gens possible. Alors voilà, ça a été la naissance de Pinatex. Pinatex est un nouveau matériau qui vient des fibres de l'ananas et en fait c'est le déchet. En général, c'est laissé sur le champ pour pourrir. On peut en faire des chaussures, des sacs, des meubles, etc., etc. Et ça donne bien. Alors, il y a quelqu'un qui l'interrompt? On utilise l'économie circulaire et donc c'était une source d'inspiration pour nous. Et voilà, ça change complètement l'industrie du textile et je vais vous expliquer pourquoi. Et regardez maintenant. 1,5 milliard d'animaux dans le monde. Donc, vraiment, ça, c'est pas soutenable. On se pose la question, est-ce qu'on peut tuer autant d'animaux? Il ne s'agit pas simplement d'utiliser les sous-produits parce qu'on doit utiliser cette peau. Vraiment, c'est un gros problème. Et nous devons nous poser la question, comment est-ce que nous pouvons utiliser l'eau, la nourriture pour avoir tellement d'animaux? C'est tout à fait insoutenable. Et ensuite, nous avons l'industrie de la mode et nous connaissons les déchets de l'industrie, les produits chimiques qu'ils utilisent. Et ici, il y a, pour faire un T-shirt, quelques grammes de coton, peut-être 100 grammes, nous utilisons 2700 litres d'eau. Et ce n'est pas possible, à part le nombre de produits chimiques qu'ils utilisent également. Alors, c'est un petit peu un miracle, mais peut-être que c'est un miracle. Nous avons Pinatex et d'autres matériaux qui sont arrivés en même temps. Alors, pensez à 13 millions de tonnes de déchets de feuilles. Ce sont des déchets. On ne doit pas planter ananas avec cela. Et ceci représente
500 grammes et alors, visuellement, je vais vous montrer ce qu'est Pinatex. Ce sont les fibres qui sont séchées dans la ferme. Nous travaillons aux Philippines et nous allons nous étendre dans n'importe quel pays qui a des ananas. Donc, c'est superbe pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'agriculteur peut laisser les feuilles sur le champ. Vous pouvez peut-être le voir, mais ça a été trop vite. Oui, je voudrais retourner en arrière. Voilà. Donc, ils prennent les fibres des feuilles, autrement, ce serait resté sans le champ. Et vous pouvez voir, donc, avec une machine, qui est une machine mécanique, ils extraient les fibres et ensuite, vous avez une biomasse. Et les fibres sont lavées dans l'eau pour enlever le chlorophylle et donc ceci est la matière première. Et nous travaillons avec des coopératives et donc vous pouvez imaginer la quantité énorme d'avantages que ça vraiment ça arrive, ça donne un nouveau revenu à une communauté très très pauvre aux Philippines. Alors après le séchage de ces fibres, nous avons 97% de biomasse. Donc, ça, c'est les nutriments des feuilles. Et vous voyez, ce vert, ceci peut être converti en fertilisant vert. Donc, à partir d'un déchet, vous avez deux possibilités de revenus là. Et ensuite, les fibres vont passer dans le processus de textile. Donc, et ça, c'est un processus mécanique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien de chimique. Vous pouvez voir tout le processus et vous pouvez penser à l'eau, aux produits chimiques. Tout cela n'est pas utilisé pour ce processus. Ensuite, le produit est envoyé parce que nous ne pouvons pas finir le produit. Donc, c'est envoyé en Espagne où nous avons le revêtement et maintenant nous développons un revêtement pour que le produit soit encore plus pérenne. Et je pense que nous avons parlé de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Vous le connaissez, mais l'économie circulaire, c'est une économie qui garde le matériau le plus longtemps possible au cours de cycle. En le recyclant, c'est opposé à l'économie linéaire. Donc, nous extractons les ressources naturelles, nous utilisons cela et donc nous ne pouvons plus faire l'économie linéaire comme avant. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une économie circulaire? Nous ne pouvons pas continuer à utiliser les ressources naturelles comme nous le faisons aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible d'utiliser la terre comme nous l'utilisons, l'eau, les ressources naturelles. Nous devons penser d'une manière différente et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et voilà, c'est une diapositive que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça, c'est la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez imaginer que nous avons développé cela. Nous continuons de le développer parce que rien n'existait auparavant. Alors, vous voyez, ici, nous sommes dans le champ, nous enlevons les feuilles, on le décortique, ensuite les fibres, ensuite les biomasses. Le biomasse peut entrer dans la fabrication de biogaz. C'est un fertiliseur naturel. Donc, vous voyez que c'est un cycle tout à fait merveilleux. Ensuite, on passe au revêtement et ce sera biodégradable ou bien ce sera réutilisé à la fin. Donc, véritablement, c'est un exemple très, très clair de l'économie circulaire et de ce que ça signifie. Alors, Pinatex, c'est une marque et c'est très, très important pour nous parce que la marque représente tout, représente la valeur, l'éthique, la transparence du produit. Et c'est la raison pour laquelle les gens veulent Pinatex parce que c'est un exemple très, très clair de ce que ça signifie véritablement.
Alors, nous sommes une B2B société. Nous vendons notre société, nous vendons nos produits, pardon, et il y a très, très peu de déchets. 30% pour le cuir, mais ici, il n'y a pas de déchets, peut-être 5 ou 10%. Alors, voilà, je vais vous montrer certains produits que nous faisons, mais je voudrais vous dire que le produit a été très, très bien accepté sur le marché. Maintenant, c'est sur le marché depuis 3 ans et demi et nous avons encore plus de demandes et c'est la raison pour laquelle nous voulons améliorer tout à l'heure actuelle. Voilà certains de ces produits que nous faisons. Hugo Boss, donc les chaussures Hugo Boss, ça a été une collection et je voudrais vous dire que pour une grosse société d'adopter un nouveau matériau, c'est vraiment très, très difficile. Ça m'a pris à peu près 1 an pour obtenir cela. Donc ça, c'est ce que nous devons faire. Les nouveaux matériaux sont très difficiles à entrer sur le marché. Et c'est comme plus vous allez haut, plus c'est difficile d'amener un nouveau matériau sur le marché. Donc, c'est un défi pour n'importe quelle société. Davantage de produits. Vous voyez que les produits sont très différents les uns des autres. Les sacs. Et nous les vendons partout dans le monde, de l'Australie aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, partout. C'est magnifique. Alors, les meubles. Maintenant, nous commençons à faire des meubles, c'est-à-dire qu'on avait besoin de spécifications techniques. Nous devons nous améliorer pour nous adapter. C'est un marché plus difficile. Et ensuite, l'industrie automobile pour les prototypes. Et je pense qu'on va y arriver. Alors, les médias sociaux, donc, nous avons été au Met Ball à New York en 2017. Vous voyez que c'est très, très populaire dans le monde à l'heure actuelle et ça, c'est sympathique. Alors, Pinatex, et je vais vous montrer les échantillons. C'est très, très différent. Cela peut être imprimé, cela peut être de toutes les manières possibles. Donc, on peut avoir un matériau très léger ou très lourd. On peut l'adapter à tous les besoins sur le marché. Et la recherche et le développement, c'est quelque chose de clé pour un nouveau matériau. Je suis persuadée que vous savez cela. Et nous faisons de la recherche. Nous travaillons avec un laboratoire ici à Lille et le Fonds des recherches. Nous travaillons avec une société chimique qui ont ce revêtement avec des biomasses et des pigments de biomasse. Donc, cette recherche est vraiment le moteur de tout. C'est vraiment l'innovation d'un nouveau matériau et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, maintenant, les caractéristiques techniques. Et c'est très, très important. C'est comme le passeport d'un nouveau matériau. Ça peut être pérenne, ça peut être magnifique. Donc, voilà, ça, c'est tout à fait nécessaire. Alors, vous avez toutes les forces à la rupture. Donc, ça, c'est clé pour amener un produit sur le marché. Nous faisons un test. Chaque fois que nous avons un lot de matériaux des Philippines, nous faisons un test pour être sûr que les performances soient bonnes. Alors, qu'est-ce que c'est que Pinatex? Pinatex comprend ce dont nous parlons, c'est-à-dire cette économie circulaire. C'est un sous-produit de l'agriculture et c'est fait à partir d'un déchet. Nous n'utilisons pas d'eau ou de terre pour faire ce matériau. Il n'y a pas de produits chimiques qui endommagent l'environnement. Et nous fournissons des revenus à certaines des sociétés les plus pauvres dans le monde, les agriculteurs qui font pousser ces ananas. Alors, notre vision, c'est de rencontrer les défis que nous avons aujourd'hui en développant des produits dans lesquels les succès commerciaux sont intégrés avec le développement social et culturel. Et véritablement, c'est ce que nous voulons faire et c'est ce qui doit être fait lorsque nous parlons de l'économie circulaire. Je vous remercie. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Irosa.
Merci pour cette clarification, Dr. Erosa, pour cette présentation très inspirante et aussi pour tout votre travail et tout le cœur que vous y mettez pour que quelque chose devienne véritablement révolutionnaire. Maintenant, on avance un peu. On va vous passer le micro, d'accord? Merci. Maintenant, on va passer à une autre industrie, une autre histoire, un autre territoire. On va arriver à Tila, au nord de Tila, et je vais vous laisser avec un super orateur, Peter Oosterheek. Merci beaucoup. Je vais continuer la conversation. Vous savez que je viens du Chili, mais je viens d'un endroit bien spécial au Chili, au nord du pays. Mais c'était dans le désert. C'est un vieux désert qui remonte à 3 millions d'années. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais il n'y pleut que 0,5 mm par an. Donc c'est l'endroit le plus romantique sur Terre. On m'a dit ça. J'essaye de voir pourquoi, mais bon. Mais en Amérique latine, on produit 2% des gaz responsables du changement climatique, mais on pense et on ressent tous les effets dans ma région en particulier. En 2015, on a eu des chutes de pluie qui étaient l'équivalent de 7 années et qui sont tombées en juste 12 heures. Donc, vous avez pu le voir dans le monde entier, en fait. Donc, on a commencé à penser à notre désert d'une façon bien spécifique. On avait la meilleure radiation solaire du monde. Donc, on a besoin de panneaux solaires bien spécifiques parce que les panneaux solaires standards brûlent. On a des ressources naturelles stratégiques qui sont clés pour un futur à bas niveau de carbone. Donc, on a le lithium et le cuivre. 52% de lithium et 30% de carbone, de cuivre. On a aussi très peu d'eau. Donc, pour les gouvernements et pour les entrepreneurs, on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut créer une nouvelle économie basée sur ces spécificités dans notre pays et dans notre désert? Donc, on y a vu l'opportunité d'avoir deux gammes. L'Amérique latine n'a pas fait partie de la première, de la deuxième ou la troisième révolution industrielle. Je sais que M. Rifkin parle de la troisième révolution industrielle maintenant, mais maintenant on pense que c'est une énorme opportunité pour l'Amérique du Sud d'écrire la quatrième gamme de révolution industrielle avec un nouveau modèle économique qui est l'économie circulaire. Et c'est une super opportunité d'avoir l'industrie 4.0 dans notre pays. Avec la cybersécurité, l'AI, la blockchain. Je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais c'est très important pour nous, l'économie circulaire. Et on est ravis d'avoir l'industrie 4.0. On est une société intégrée verticalement. On a des simulations, on a l'impression 3D depuis 25 ans. On utilise des aluminiums spécifiques. On a les plus grandes imprimantes 3D de 8 mètres cubes au monde. Et donc, on utilise ça pour dessiner des pompes, des énormes pompes pour la fabrication. Cette pompe peut gérer toute l'eau qu'on utilise dans ma ville entière, juste avec cette pompe. Et donc, on utilise un matériel bien spécial qui est utilisé dans l'aérospatial. On a ces pompes énormes, comme vous pouvez les voir ici, et on a commencé à penser à ces pompes. Et on a vu qu'elles étaient tellement importantes qu'elles devenaient invisibles, comme l'ananas, qui est le deuxième fruit le plus populaire. C'était le deuxième équipement le plus utilisé au monde. Ils utilisent 10% de toute l'énergie du monde.
Et 70% de l'eau qui est en fait pompée. Donc la pompe est un équipement très important. Et 90% de ces pompes ont une efficacité de 50%. Donc, on gâche beaucoup d'énergie. Donc, c'est quelque chose à laquelle on a pensé au début. Donc, c'est le coût d'un cycle de vie d'une pompe inefficace. 74 va à l'énergie, 3% pour le prix. Et tout le monde nous dit, combien coûte une pompe? Mais si vous augmentez l'efficacité de la pompe, vous réduisez l'énergie. On pensait qu'il y avait trop de pompes et qu'on pouvait les utiliser autrement. Donc, on a changé notre business model. On a regardé la concurrence et 90% des pompes avaient un bas niveau d'efficacité, mais en fait, quand les pompes suivent leur cycle de réparation, c'est encore pire. L'efficacité descend, ça réduit l'efficacité. Donc, on a dessiné des pompes à haut niveau d'efficacité, mais on ne les réparait plus, on les refabriquait tout simplement. Donc, on fournissait une nouvelle pompe. Quand on fournissait une nouvelle pompe, on garantissait la pompe et on l'a changée. Donc, on a commencé avec notre centre de refabrication. C'est une usine typique, mais c'était pas suffisant. On a vu une autre possibilité en ce qui concerne les déchets. Les pompes de nos concurrents, par exemple, chaque usine dans l'industrie minière, par exemple, générait 400 tonnes de déchets métalliques par mois. Et personne n'y faisait rien, ni au Chili, ni en Amérique latine. Donc on s'est dit, OK, on va changer ça. On va changer ce qu'on fait de notre modèle linéaire, les matières premières, la fonderie, la fabrication, l'utilisateur final et le déchet. Et on va utiliser le recyclage, la refabrication, la maintenance voilà, mais le point clé, c'était en fait le design. C'est là où vous prenez toutes les bonnes décisions. Si vous décidez si le matériel utilisé pourra être recyclé, si la pompe pourra être facilement démontée et remontée. Donc, on a investi beaucoup sur tout l'aspect engineering, software, le design, pour augmenter l'efficacité de notre équipement. On a créé une nouvelle gamme de pompes qui s'appelle VTPX. Et donc, le World Economic Forum l'a appelé la première pompe circulaire au monde. À Davos, j'ai rencontré notre précédente oratrice. Donc, c'est un peu technique, mais ce qu'on a fait, c'est augmenter l'efficacité. Et je pense que vous verrez plus efficacement. Avec un composant, on peut en remplacer 3. Donc, c'était une pompe beaucoup plus compacte, beaucoup plus efficace aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les pompes qui existent ressemblent à ça. Un fabricant de pompes vous dirait, débarrassez-vous de ça et puis achetez-en une nouvelle. Non, il y a la partie la plus importante, on peut la changer et on utilise la partie que vous avez jetée pour en créer une nouvelle. On peut la refondre et la réutiliser. Donc, on a une fabrication d'une nouvelle pompe avec 30% de composants en moins. On peut la réutiliser entre 30 à 80%. On peut réduire, bien évidemment, les déchets entre 30 et 80%. Donc, voilà finalement à quoi cette pompe ressemble. J'espère que ça va fonctionner. Bon, je peux vous montrer certains des exemples. Donc, on a eu beaucoup d'intérêt avec ça. On a gagné 3 récompenses dans l'industrie de la pompe au Royaume-Uni. Et comme je vous l'ai dit, ces pompes sont tellement invisibles que vous ne devez peut-être pas vous rendre compte de l'impact d'un système de pompe. C'est ce qu'on fait avec un système de pompe. On économise 34% d'énergie, $1,5 million de dollars. On réutilise 60% des anciennes pompes et on réduit l'émission de CO2 de 7000 tonnes.
Donc peut-être que ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'important, mais c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est 7000 tonnes de CO2. C'est énorme, énorme. Chaque année, avec un système, avec une pompe. Et on en a des millions. Voilà, c'en est un autre. La disponibilité est quelque chose de très important. Il faut qu'on augmente le cycle de vie de nos produits. Un millier de pourcents. En 1000%. On a battu le record de 26 000 heures et on a économisé 1,3 milliard dollars. Vous voyez ce qui se passe avec après 3 000 heures et l'autre au-dessus. Et l'un des derniers systèmes de pompe était celui-ci. Voilà. Donc, une économie d'énergie de 15%, on a réutilisé 40%, une économie de 600 000 dollars. Et voilà ce que représente 3,8 kilotonnes. Ça, c'était super. On est arrivé finaliste de ce concours. On n'a rien dû changer à la pompe, en fait. On a dû créer ce nouveau composant. Mais ça a fait démarrer un nouveau business model et l'impact en a été énorme, 5 millions de dollars par an. Et le plus important, c'est que nos clients parlait en bien de nous. Et cependant, c'était ce qui était le plus difficile à atteindre, hein, d'avoir des clients satisfaits. Donc, on a eu des témoignages enflammés dans les magazines professionnels. Donc, c'est super. Donc, je pense que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais vous devez changer certaines parties de la pompe. Je vous ai dit, ajouter certains éléments nouveaux et peut-être vérifier l'état de votre pompe. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Il pompe des déchets et parfois, vous devez vous assurer que l'eau est claire et que la pompe n'est pas bouchée. Donc, on a créé ce véhicule opéré à distance. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en démonstration, mais c'est un sous-marin, en fait. On le met dans l'eau et ça va vous montrer. Ah, si, ça fonctionne. Donc, tout le monde sait que c'est de l'eau, mais vous verrez à l'intérieur. Il fait tout noir. Et 100% des gens disent que c'était impossible, ça. Mais pour nous, juste de pouvoir voir ça, c'est quelque chose qui va générer de l'argent. C'est comme ça qu'on a pu faire d'énormes économies parce qu'il vous suffisait de sortir la pompe. Donc, l'autre équipement était pour nous permettre de savoir comment les tuyaux fonctionnaient. Donc, on a créé ce petit équipement. Avec le robot, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur et vous pouvez économiser des millions de dollars grâce à ça. Avant ça, vous ne pouviez rien voir du tout, mais là, vous pouvez voir le petit robot qui avance. Et c'est vraiment super et ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Donc, ça a été super. Donc, trois business models différents dans la même économie. Et on a augmenté la disponibilité de 700%, 1 million de dollars d'économiser. On est devenu le meilleur fabricant de pompes dans le monde cette année. On est une entreprise familiale, 180 personnes à bord, et on a gagné cette récompense. On a maintenant 3000 employés, fabriquant 60 millions de pompes par an grâce à ces entreprises, ces usines. Donc, on est parti de là, qui étaient en fait des rejets, en fait, et on en est arrivé à ça en créant des emplois, des nouveaux business models et en générant de la croissance dans les régions où nous sommes implantés. Et je suis très fière de ça. C'est pas simplement du bonheur, c'est une super activité. On a augmenté les revenus de 25% chaque année. On a augmenté de 15% les emplois. On a économisé 60% d'énergie parce qu'on fond
un matériau qui a été utilisé précédemment et on a réduit les déchets de 75%. Nos clients sont vraiment contents parce qu'ils peuvent prouver la durabilité, ils peuvent fournir un rapport de durabilité, donc de pérennité. Donc, je peux vous montrer tout ça, mais quand vous pensez que vous avez un nouveau business model dans l'économie circulaire, vous pouvez rejoindre ces grands groupes, Caterpillar, Unilever, Philips. Donc, on est très fiers de pouvoir nous associer à eux. Donc, on atteint les buts du développement durable, le numéro 9 et le numéro 12. Parce que on offre l'une des meilleures solutions dans le monde en ce qui concerne l'économie de l'eau. Donc, merci beaucoup. On est très fiers. Thank you, Peter. Merci, Peter. Et soyez fiers parce que ce que vous faites, c'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir fait en sorte que cette révolution ait lieu, que ce modèle révolutionnaire ait lieu. Maintenant, nous allons écouter Bart Bleierfeld. Thank you, Bart. The floor is yours. It's working. All right. Thanks for inviting me. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici, véritablement. Alors, je peux parler pendant des heures en ce qui concerne la société, mais nous avons un clip, un vidéoclip qui est assez court et qui pourrait peut-être vous montrer exactement ce que nous faisons. It seems to work. Let's see. It used to work great. Yeah. Unplug the HDMI. It works here, but it's not working over there. There you go. There you go. Yes. Bart, try to put the microphone closer to you. Do we have sound? Could you turn on the sound? Yes. All right. Il dit qu'il souhaiterait avoir le son également. Destruction. There we go. Today, any nuclear country or terrorist is capable of inflicting damage on a massive scale with weapons of environmental entropy. The polarized caps aren't waiting for us to decide if climate change is real. Rising coastal waters, intensifying weather patterns, they're all punching our one-way ticket to dystopia. By definition, not perfect. Huxley's Brave New World, Bradbury's Fahrenheit 451, Orwell's 1984. Once considered fiction, these futuristic novels are actually happening right now, and they seem to be getting worse. Yes, Miss Newton. Can we fix it? Sorry? I get things are bad, but what are we doing to fix it? Have a good weekend, everybody. So there's a lot of talking. Donc, on parle beaucoup de l'économie circulaire, mais on a décidé que nous allions faire quelque chose à ce sujet. Et nous sommes un studio innovateur et pérenne basé à Rotterdam, aux Pays-Bas. À l'heure actuelle, nous avons 10 personnes et 3 nouvelles start-up qui ont émergé.
Je m'appelle Bart Bleijeveld et je suis cofondateur de la société. Alors, nous essayons de mettre l'accent sur les déchets en plastique. C'est magnifique le plastique, mais ça a été utilisé d'une manière erronée. Le plastique a d'énormes caractéristiques pour rester pendant des années. C'est comme ça que cela pose des problèmes pour la nature. On a regardé le plastique comme le Lego. On peut le mettre en petits morceaux et ensuite on peut les reconstruire comme vous le voulez. Donc, c'est ce que nous faisons. So that's what we do. We Oui, c'est ce que nous faisons. Nous aidons les sociétés à trouver de nouvelles applications et faire de nouveaux produits et recycler également le plastique. Donc, ça, c'est là où mes parents habitent. J'étais jeune. On crée des nouveaux produits. Ceci, par exemple, c'est une récompense pour une ligne aérienne, KLM. Et au lieu d'avoir de nouveaux plastiques, on essaye de prendre le plastique qui existait. Et il y a pas mal de plastiques qui viennent des avions. Nous avons choisi le plastique pour construire cette nouvelle récompense. Alors, voilà, nous avons pris cela des bouteilles des avions. Et donc, c'est également fait à partir des sacs en plastique dans le shopping de la ligne aérienne. Nous voudrions travailler avec un autre matériau. So that's what we do. Que c'est ce que nous faisons. Nous créons de nouveaux produits à partir de déchets. Donc, cette récompense a été faite d'une femme qui faisait beaucoup de dog shows, des salons du chien. Nous créons des nouveaux produits ici. Donc, c'est un seau de Corona qui fait du plastique sur la plage. Et nous avons également une marque de café. Et à partir des paquets, nous créons un nouveau produit. Et ceci peut être utilisé par notre client pour remettre le café qui est non utilisé. Et voilà, ça a commencé comme cela. Nous aimons aller au festival de musique. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais c'est la dévastation que vous allez voir à la fin d'un festival. Il y a pas mal de déchets plastiques lors d'un festival. Et c'est le premier moment où nous avons commencé. Nous avons vu les tasses en plastique qui étaient exactement le même matériel que nous utilisions. Pour moi, c'était un défi de commencer à prendre les tasses qui étaient sur la pelouse lors du festival. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could. Oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me. So come along and take a look because I want you to see. Yeah, the world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get
So Voilà, même si le professeur en plastique nous a dit que c'était impossible de créer des impressions en 3D, on l'a fait à partir des tasses en plastique, mais nous avons essayé différents types de plastique. Nous avons créé des imprimantes 3D avec les tasses. Ici, vous voyez tout ce que nous avons utilisé également. Nous avons été à même de prendre des plastiques qui traînaient dans l'océan et qui sont arrivés sur les plages. Et ici, cette machine pour recycler le plastique, c'est une machine transparente et interactive. Et c'est très, très important pour que les gens comprennent le processus et pour voir comment cela fonctionne. On ne peut pas avoir une boîte noire parce que personne ne le voit. Ici, on apprend aux gens à le faire. Ces machines, maintenant, sont mises dans différents endroits du monde et il y a pas mal de personnes qui ont déjà vu ce projet. So what's the next step? Alors, quelle est l'étape suivante? C'est ça que la question qui nous pose. Est-ce que je vais avoir ma machine à recyclage dans ma cuisine? On ne pense pas. Les gens n'aiment pas nettoyer et ils sont un petit peu paresseux quand ils sont à la maison. Alors, pour être sûr du recyclage du plastique, c'est ce que nous avons créé maintenant. Nous avons créé notre propre ligne d'encre. Makers. We've made too much plastic, and we must make sure that we all stop making more. That's why Refill introduces fully recycled 3D printer filament. It's made from car dashboards. And if you use this filament instead of ordinary filament, you make everything you make fully recycled too. So that's what. Voilà, nous avons créé de l'encre pour les imprimantes 3D à partir du carton. Mais nous ne sommes pas arrivés là. Nous avons regardé d'autres types de plastique pour faire en sorte que cela puisse être utilisé pour le 3D. Ici, nous avons des filaments qui viennent des bouteilles recyclées. Avec ce produit, on permet à d'autres personnes de créer des produits dans un environnement local avec du plastique totalement recyclable. Donc, nous avons ici ce plastique recyclable. C'est des bracelets. Plastique recyclé également. On peut faire des composants techniques à partir de plastique recyclé et nous pouvons créer des lunettes à partir des frigos recyclés. Nous n'ajoutons pas de couleur. Les gens nous posent ces questions très souvent. Mais si nous ajoutions de la couleur, la connexion est perdue entre le déchet à partir duquel le projet a été créé. Et nous essayons d'avoir la même image. Donc ici, vous voyez d'où cela vient. Et si nous avions une bouteille bleue et un imprimante rose, les gens ne comprendraient pas. Et nous travaillons pour faire en sorte que nous ayons des nouvelles possibilités. Ici, ce sont les bouteilles vertes. Et maintenant, nous avons un portefeuille de différents matériaux qui sont adaptables pour les impressions 3D. Nous parlons local au cours de ces jours. Et nous avons vu que l'innovation ne fonctionne pas de la même manière partout. Alors, les sociétés nous ont posé la question, nous ont demandé de faire un projet en Afrique et amener votre technologie là-bas et vous pouvez utiliser les déchets. Mais on a dit, c'est pas possible. Les gens ne sont pas habitués à utiliser des imprimantes 3D. Alors, on doit trouver quelque chose qui s'adapte à l'environnement local. So this is the first thing we.
Ça, c'est la première chose que nous avons vue. Donc, vous voyez, c'est en dehors de la ville qui brûle 24 heures sur 24. Alors, voilà ce que nous avons vu, et c'est ce dont nous avons besoin. Il y a une demande pour les produits de construction. Il y a pas mal de constructions qui se font, mais aucun de ces matériaux ne sont produits dans le pays lui-même. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces déchets plastiques en tant que source pour des matériaux de construction? Et tout le monde pourrait utiliser ce matériau pour construire de nouveaux produits. Nous utilisons des outils très simples que les gens qui n'ont pas eu d'éducation peuvent utiliser assez rapidement et assez facilement pour créer un nouveau produit, un nouveau type de marbre. C'est un produit qui peut être vendu sur le marché local. Les gens peuvent avoir des applications pour les salles de bain, par exemple, qui soient tout à fait abordables. Et en ouvrant de nouveaux produits, nous pouvons stimuler les gens pour commencer leur propre entreprise et pour gagner de l'argent, en fait. Alors, nous avons créé en Angola un projet pilote et on commence à collecter des déchets plastiques. On n'a pas dû faire d'efforts pour cela. Et les gens amenaient simplement des bouteilles en plastique. Ils ont commencé à faire leur propre système de collecte et on avait toutes ces boîtes avec des bouteilles en plastique sans demander quoi que ce soit. Et on a essayé la technologie et ça a fonctionné. Donc, on a fait ceci avec des déchets plastiques. On a fait ça en Angola. Et voilà, celui qui a travaillé avec nous, il a commencé sa propre entreprise et il a fait un carrelage magnifique, comme vous pouvez le voir. Il a créé des espaces absolument magnifiques. Et ensuite, nous avons eu un intérêt de la part des autres pays à Capo Verde, au Cap-Vert. Il est très, très difficile d'arriver avec le plastique dans l'île. Et voilà. Les déchets sont partout. Et particulièrement dans ces endroits, il y en a pas mal. Et il n'y a pas de système de recyclage, donc ça brûle 24 heures sur 24. Et nous avons travaillé avec des entrepreneurs au niveau local, Maria, et nous avons commencé à faire un projet pilote un peu plus grand. Nous avons formé des gens locaux pour utiliser ces machines. Et à nouveau, sans faire quoi que ce soit, ils ont commencé à avoir un système de collecte. Même l'armée, parfois, a été mis au travail pour collecter toutes ces bouteilles plastiques sur l'île. Donc, avec les entrepreneurs au niveau local, les bouteilles ne sont plus brûlées et nous pouvons créer une économie au niveau local. À l'heure actuelle, le projet pilote est le recyclage de 7460 bouteilles par semaine. Il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de téléphone de Maria qui m'a dit non, il nous manque des bouteilles, on n'a plus de bouteilles. Nous avons recyclé toutes les bouteilles qui se trouvaient sur l'île. Donc, à l'heure actuelle, il commence à collecter des bouteilles des autres îles pour les amener sur leur île à Capo Verde. Alors, alors maintenant, ils n'ont plus de bouteilles, ils n'ont plus de déchets. Alors, nous avons également d'autres endroits aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, nous pouvons raconter une histoire différente parce que là, les gens se tracassent au sujet de l'économie circulaire. On doit dire que c'est quelque chose de très important. Donc, on peut demander un prix pour cela. Et ce que nous pouvons faire, c'est de créer une économie circulaire locale. Par exemple, nous avons collecté les bouteilles après un jeu de football et avec eux, nous avons créé des carrelages et ces carrelages seront mis dans les toilettes.
Et à Rotterdam, nous avons une rivière qui amène le plastique. Il y a une société qui collecte ces plastiques, qui nous l'envoie et nous transformons ces bouteilles en carrelage. Et ces carrelages se mettent sur quelque chose qui flotte là, sur la rivière et les gens peuvent s'y rendre, les touristes peuvent s'y rendre. Ça semble facile en fait, mais les gens commencent à poser des questions en ce qui concerne la sécurité, la garantie, la certification. Et c'est un produit le plus simple du monde. C'est un carré, mais ça nous a pris 1 an et demi pour obtenir ce carré qui pourrait être utilisé comme matériau de construction et qui soit complètement certifié. Et c'est ce que nous faisons. Nous créons un produit magnifique fait à partir d'un déchet plastique et nous allons continuer à le faire. Et je voudrais conclure avec dire que dans la ville de Rotterdam, nous disons bien fait et c'est bien fait, c'est mieux que bien dit. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup, Bert. J'ai lu un article publié par le Guardian en juillet cette année et il disait que l'un des obstacles pour augmenter le recyclage était l'esthétique. Et maintenant, grâce à vous, on voit que vous produisiez des produits vraiment tellement beaux et que vous contribuez à augmenter la qualité de vie des gens en limitant les déchets. Donc, je suis ravie que vous ayez dit non à votre professeur et que vous soyez allé jusqu'au bout de votre rêve. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Monsieur François-Michel Lambert, qui va résumer et mettre en avant certains points que nous venons d'entendre, et des choses qu'ils ont découvert dans l'Institut d'économie circulaire. Monsieur Lambert, à vous la parole. Merci surtout pour toutes les présentations. Je vais me lever. Très content d'être ici, de découvrir ces innovations qui viennent des 4 coins du monde et qui nous montrent que la question de l'économie circulaire n'est pas une question française, n'est même pas une question européenne, est une question planétaire. Et pourquoi est-ce une question planétaire? Parce que aujourd'hui, notre humanité consomme l'équivalent de 2 planètes en une année, et comme on sait qu'il n'y aura pas une deuxième planète qui va venir se garer à côté de la nôtre, eh bien, il va falloir changer le modèle pour pouvoir continuer à avancer et que l'humanité continue à aller de l'avant, notamment en termes de croissance partout et pour tous. Donc, il est nécessaire, quel que soit le lieu, de repenser nos modèles. On a vu des démonstrations de se poser des questions fondamentales sur la ressource originelle au niveau de la fibre d'ananas, des questions de mais quel est notre modèle économique gaspilleur tant d'énergie que des moyens technologiques mis en œuvre, avec des réponses au niveau du remanufacturing notamment, et bien plus apportées par les pompes au niveau du Chili. On était aux Philippines, ici au Chili, et on a fait un tour de l'Europe, de l'Afrique, et je pense qu'on pourrait faire un tour du monde autour de cette question du plastique. Et à chaque fois, qu'est-ce que l'on ressent? Et c'est là où je voudrais en venir. L'économie circulaire, vous ferez réellement de l'économie circulaire le jour où vous respecterez la ressource. L'ancien commissaire européen en charge de l'environnement, Janez Potočnik, qui disait: avec 1 kilo de matière, 1 litre de matière, mais comment je la respecte, comment je crée de l'efficience, de la productivité, comment je vais plus loin pour qu'elle donne plus de richesse. Et puis quand c'est plus moi, que je la transmette à d'autres usages, voire à être régénérée et à revenir dans le cycle. C'est là la réalité, c'est une économie de ressources. Donc nous, l'Institut national de l'économie circulaire, que j'ai fondé il y a 6 ans en France, qui est la principale structure française qui porte l'économie circulaire, nous sommes tout à la fois un think tank, donc nous posons des questions sur
des modèles de transformation, que ce soit des orientations techniques, que ce soit de repenser les normes, de poser des questions et de proposer des évolutions sur la fiscalité, mais aussi sur la façon de coopérer, de travailler ensemble. Donc nous avons pas mal produit, nous conduisons d'autres projets. Et comme je suis également député français, je fais le relais au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement français, et à peu près la moitié, les 3/4 de ceux qui portent l'économie circulaire dans la loi française, je l'ai apporté au cours des dernières années. Je suis moi-même le grand témoin de la feuille de route de l'économie circulaire du gouvernement français actuel. Nous sommes aussi partie prenante, l'une des 20 parties prenantes de la plateforme des stakeholders au niveau de l'Europe. Mais je voudrais exprimer que notre monde, je l'ai dit, doit se recentrer sur la question des ressources. Il a été construit, et si nous sommes dans ce confort aujourd'hui, c'est un monde linéaire de gaspillage. Donc beaucoup de choses, que ce soit la fiscalité, que ce soit la réglementation, que ce soit les modèles mis en œuvre, que ce soit la culture qu'on nous a donnée, et imprégné d'une économie linéaire et de gaspillage, et donc nous devons retransformer, faire évoluer ce modèle. Et pour cela, en tant que politique, et pour permettre l'expression encore plus affirmée d'évolution, nous avons 4 leviers à actionner, nous les politiques. Le premier, c'est la fiscalité. Comment on met plus de charges fiscales sur les mauvais axes, comment on allège de l'autre côté sur les bonnes pratiques. En ce moment, et si je suis avec vous, j'ai raté la défense d'un amendement à l'Assemblée nationale, mais j'aurai le temps de le refaire, pour faire baisser la TVA sur la réparation à 5,5 points en France, alors qu'elle est à 20 points, donc pour faciliter la réparation et donc l'allongement d'usage du produit. Donc ça, c'est la fiscalité. La réglementation, on a une société qui a subi des impacts mortels, et des gens qui sont morts d'une société qui s'est développée trop vite, d'un impact des impacts environnementaux colossaux. Donc il y a des réglementations, quand on ne savait pas trop, on montait des murs de réglementation extrêmement contraignants. Aujourd'hui, la science a avancé, on maîtrise bien mieux la compréhension des risques, mais on est toujours avec un mur en termes de réglementation. Donc il faut assouplir ces réglementations d'un côté pour libérer, par exemple, c'est pas toujours évident de récupérer des plastiques et de les réinjecter. Donc cette question est primordiale. Je ne sais pas comment ça peut être aux Pays-Bas, peut-être un peu plus lâche dans d'autres pays, mais si c'est aussi contraignant qu'en France, c'est peut-être pas si évident que ça de prendre un plastique qui est considéré comme déchet, de le réinjecter. Il y a des murs de réglementaires sur lesquels nous avons à travailler. Mais il y a aussi la réglementation qui contraint, qui amène. J'ai fait passer il y a un mois l'interdiction de beaucoup d'objets plastiques en France à usage unique. Les gobelets, les assiettes, les couverts, les pailles, etc. seront interdites à partir du 1er janvier 2020. Pourquoi ? J'ai été formé pas loin d'ici il y a 30 ans en expert en emballage plastique et rien n'a bougé depuis 30 ans, en emballage alimentaire, pardon. Depuis 30 ans, on m'a toujours dit, il va y avoir une évolution, une révolution sur ça. Alors, il y a du volontarisme de capter la ressource, mais on n'arrive pas à tout la capter, on connaît les dégâts. Donc, à un moment donné, il faut bouger le modèle violemment, je le reconnais, par une interdiction dans un terme relativement court. Et des innovations apparaissent, pas forcément la substitution de matière, parfois c'est de repenser, et vous connaissez les éco-cups, repenser l'usage unique ou l'usage recyclé, réutilisé. Le troisième levier, c'est les incitations, et tous les leviers doivent être utilisés en même temps et ajustés. Les incitations, c'est comment vous aider financièrement, notamment, à ce que les modèles évoluent, ceux des entreprises, ceux des systèmes organisationnels, mais aussi libérer, permettre des expérimentations. Donc là aussi, nous avons à cibler des moyens, et c'est ce que nous faisons en France avec notamment l'ADEME. Le quatrième, qui est peut-être le plus important, c'est information et formation. Formation, il faut changer les compétences. J'ai 52 ans et j'ai été formé plutôt à une culture il y a de la ressource et on passe à la suivante et on la met au rebut et puis adviendra ce qui adviendra. Donc apprendre à réparer, apprendre à mieux utiliser, apprendre à partager, c'est même pas apprendre, savoir, c'est savoir technique, ce sont des montées en compétences, des changements. Ainsi en France, on voit apparaître dans des déchetteries très modernes
la fonction de valoriste. Avant, c'était juste des agents d'accueil qui disaient dans cette benne vous jetez, dans cette veine vous jetez. Maintenant, c'est la fonction de valoriste qui prennent le temps de regarder la matière qui arrive à la déchetterie et de l'orienter pour garder un high level, un haut niveau d'usage de ces ressources. Puis à l'information, c'est que le citoyen, le consommateur, lui, doit aussi d'être passé d'un modèle où on nous a acculturé et on continue à toujours acheter plus, 42 paires de chaussures, toujours consommer, jeter, ne pas partager, avoir des produits qui ne servent à rien en stock, tout ce que nous ne savons pas utiliser. Donc il y a aussi ce point. Donc voilà les 4 leviers politiques qu'il faut mettre en œuvre. Nous allons travailler ça au niveau de l'Europe et même dans d'autres pays. Mais dans le même temps, il y a aussi, et c'est une chance extraordinaire, nous sommes dans une société extrêmement avancée, ça a été notamment dit par les 3-4 présentations, extrêmement avancée en termes de connaissances et de technologie. Donc comment réintégrons-nous la révolution des data, la révolution numérique, pour être efficient dans l'usage des ressources. On a besoin de savoir à chaque instant la situation du kilo de ressources mobilisées et de se demander si on ne peut pas mieux l'utiliser. On a besoin de partager beaucoup d'informations, on a besoin de traçabilité, donc l'intelligence artificielle qui s'appuie sur les data, la blockchain qui garantit une fiabilité et une rapidité de transmission d'informations. L'effondrement des coûts du traitement de l'information permettent d'imaginer de nouveaux modèles, et on voit de nouveaux modèles qui avancent extrêmement vite. Et puis il y a des changements aussi de comportement de société, comment on crée une collectivité, comment on vit ensemble, et notamment nous allons travailler sur la question des monnaies locales, comment on peut recréer du lien local. Nous allons travailler sur le revenu universel, comment en changeant les perspectives des individus, en leur garantissant un revenu jusqu'à la fin de leur jour, il y a peut-être des changements de comportement. On commence à voir des modèles qui naissent en Allemagne, le modèle FIRE, si certains le connaissent, qui peut s'apparenter à une sorte de revenu universel, où certains se disent, quand j'aurai atteint un niveau de revenu garanti jusqu'à la fin de mes jours, j'arrête de travailler, je change mon comportement d'être bien moins consommateur et au contraire beaucoup plus frugal au sens juste du terme. C'est-à-dire je vis bien mais en faisant attention. Donc nous allons aussi réfléchir sur ça. Vous voyez donc que c'est des changements en profondeur. Je finirai sur un outil que nous mettons en œuvre qui s'appelle la plateforme économiecirculaire.org, donc toutattaché.org, qui est nationale, qui se décline en anglais, qui se décline dans les régions, qui se décline à l'étranger, Québec, Suisse et bientôt en Afrique, et qui est en open access, donc chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi proposer vos innovations, des fiches projets, des inspirations, et non pas des éléments à copier, mais des inspirations sont données, sur lesquelles on repart, que l'on partage dans une communauté, soit autour d'une matière, soit une communauté territoriale. Et c'est le point final de ma présentation. L'économie circulaire, elle est éminemment territoriale. Elle doit se faire avec les ressources du territoire intrinsèques ou les ressources qui sont importées par la consommation, comme on l'a vu sur le plastique. C'est bien, mais on cherche des réponses. Et c'était très intéressant, notamment sur l'Angola ou sur le Cap-Vert. On cherche des réponses à besoins de construction, mais avec les ressources, vous l'avez dit d'ailleurs, territoriales. Et une partie de ces ressources, c'est la masse de plastique disponibles qui, eux, originels, ne sont pas du territoire, mais qui se trouvent être dans le territoire. Et la deuxième chose que l'on fait, on le fait avec les us et coutumes, avec ce que sont les hommes, les femmes de ces territoires. Moi, je suis élu en Bouches-du-Rhône, provençal. Je peux vous dire qu'on n'a pas la même culture que des Alsaciens, plutôt germaniques, que des Bretons ou d'autres territoires, et je ne suis resté qu'en France. Et donc, à même besoin, ce ne sont pas les mêmes réponses. Donc, c'est territorial par rapport aux ressources et par rapport aux hommes et aux femmes, aux cultures de ces territoires. C'est vraiment ce qui est absolument nécessaire, et donc c'est par rapport à des innovations qui peuvent être de pensée planétaire mais qui s'inscrivent dans les territoires que nous repartirons. Et le plus important dans une dynamique d'économie circulaire, c'est la machine à café.
Et oui, la machine à café, c'est ce lieu où se rencontrent des personnes qui n'avaient pas à se rencontrer et qui commencent à partager la ressource la plus inépuisable, qui est notre propre intelligence, et qui vont de l'avant et qui, 1 plus 1 font 3, font 5, et avancent et apportent des réponses. Donc, il nous faut des lieux comme le World Forum, il nous faut des lieux de rencontre en permanence, et chaque fois que vous partez, prenez le temps d'échanger sur une machine à café, inventez votre modèle de machine à café, eh bien, vous participez à cette efficience à une seule condition, c'est de respecter les ressources que la nature nous met à disposition. Merci. Thank you, Mr. Lambert. Merci beaucoup, Monsieur Lambert. Merci de nous avoir donné votre opinion sur des problèmes qui sont critiques pour la politique publique en termes de l'utilisation de ressources et de nouveaux cadres. Alors, merci de nous avoir rappelé cette idée de connecter l'économie circulaire avec locaux, qui est le problème principal de cette session. Et je ne vais pas prendre longtemps pour décrire cela. Mais en ce qui concerne ce que nous avons vu avec tous les exemples, nous pouvons voir le potentiel de ce modèle en termes de production locale, production de solutions locales, de produits locaux, en utilisant l'économie circulaire et le recyclage comme modèle. Alors maintenant, je vais passer la parole au public et je voudrais voir les questions que vous avez. Si vous avez une question à poser, vous pouvez peut-être lever la main. So no. Okay. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était une diversité magnifique et nous avons eu la manifestation de l'économie circulaire. Berthe, vous avez dit, pouvez-vous nous donner une idée de la taille de votre entreprise dont vous avez parlé ici? Oui, nous avons 3 projets dans la société. Nous avons un nouveau modèle qui va émerger au sein de la société. Donc, nous devons séparer tout cela de manière à être beaucoup plus efficace. Alors, un projet, c'est le projet plastique qui est avec cette machine interactive. Et ça fonctionne bien. Comme je l'ai dit, je crois que nous avons 150 événements dans plusieurs pays et nous avons montré cette machine dans les universités et dans les écoles. Maintenant, nous avons un projet pour les écoles primaires aux Pays-Bas, ceci. Donc, les jeunes peuvent commencer à apporter leurs bouteilles en plastique dans la classe. Ensuite, nous avons les recharges pour l'imprimante. Et donc, ça s'est vendu partout dans le monde. Nous l'avons vendu au Mexique, aux États-Unis, au Japon. Et ensuite, il y a les marbres. Nous avons une petite usine, comme je vous l'ai montré. Et à l'heure actuelle, nous voulons améliorer cette technologie et nous travaillons avec le constructeur de machines pour faire une machine aux Pays-Bas qui pourrait traiter en un mois 3000 mètres carrés de ces carrelages. Et nous avons 2 questions là. Okay, so my question is... Alors, ma question est, Monsieur Pétard, et je n'ai pas bien compris lorsque vous avez parlé de la 3e et 4e révolution. Alors, je voudrais que vous parliez de l'économie circulaire. Est-ce qu'on parle de la 3e révolution ou de la 4e révolution? Merci pour la question. Je ne sais pas si vous avez pu aller à la présentation de Jérémy Rilke hier. Non, véritablement.
Je vous recommande de le voir. C'est vraiment superbe, cette masterclass. Et je crois que c'est un problème philosophique. Il parle de la troisième révolution industrielle. Je crois que la troisième est déjà révolue et l'interaction avec l'interaction d'Internet. Et la quatrième révolution industrielle, c'est l'avenir du monde physique. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'ai suivi cette connaissance et je crois que le Forum économique a introduit ce concept d'une manière très, très forte, avec l'économie circulaire aussi d'ailleurs. Mais à mes yeux, et j'admire Jérémy, mais je crois qu'on est quand même dans la quatrième révolution industrielle et je vous ai montré que le modèle économique est une économie circulaire. Je ne peux pas imaginer de parler d'une économie circulaire sans la quatrième révolution parce que pour moi, c'est intensif au point de vue technologie. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup discuté de ressources, mais Monsieur Lambert, il a décrit l'importance, par exemple, de l'Internet des objets. J'ai parlé des blockchains, mais voilà, ce sont des technologies qui vont augmenter le cycle de vie des produits. Ce n'est pas simplement que nous voulons recycler les matériaux ou bien qu'on veut s'occuper des matériaux. On veut que ces matériaux durent le plus de temps possible, et ça, c'est la technologie. Donc, moi, je pensais, cette quatrième révolution, pour être très clair, cette quatrième révolution, c'est la révolution d'Internet des objets où la différence entre le... Oui, c'est un mélange de deux mondes. Et à l'heure actuelle, si nous parlons de blockchain, par exemple, nous avons vu la naissance d'Internet, l'Internet de l'information. Et à l'heure actuelle, nous voyons la naissance d'Internet des valeurs avec le blockchain. Nous allons avoir nos contrats, nous allons avoir tous les composants qui vont se parler les uns aux autres et sans intermédiaire. Et je crois que ça, c'est superbe. Hein? Et pour moi, ceci sera le potentiel le plus élevé de cette économie circulaire. D'abord, je voulais vous féliciter parce que je dois être à 200 ou 300 conférences sur l'économie circulaire et c'est la première fois qu'un acteur concret, qui plus est, parle de l'apport de la blockchain et de la révolution numérique pour en faire une révolution industrielle. Il est clair que c'est une révolution industrielle. Nous sommes dans une société de gaspillage, vous l'avez démontré par les chiffres sur la question de l'économie circulaire. Et en ce sens, nous devons vraiment avoir en tête, et je suis en train de perdre mon fil, que de l'apport du numérique sur cette transformation en profondeur. Et ce que je voulais préciser, justement pour éclairer, voilà, j'ai retrouvé, pour éclairer, il y a 4-5 ans, j'avais présenté, aujourd'hui je le travaille avec le BRGM, cette trajectoire dans laquelle l'industrie, l'économie va s'inscrire et que je vais vous indiquer maintenant. On va sortir d'une société où on vend les matières à une société où on loue la matière. Nous avons aujourd'hui, très bientôt, des entreprises qui seront propriétaires de certaines matières premières et qui les loueront sur du moyen long terme dans des produits finis. Par exemple, dans un avion, nous pouvons imaginer une société qui détient du titane et qui loue à Airbus 50 kilos de titane pour faire l'avion et qui récolte une royalty et qui, à la fin, récupère ces 50 kilos. Et qui pourra même, peut-on imaginer, si à un moment donné, ces 50 kilos de titane seront plus utiles, toujours l'efficience de la ressource, s'ils seront plus utiles pour faire autre chose qu'être sur un avion, de proposer de remplacer les pièces en titane par des pièces en nouveaux matériaux à base de carbone ou de je ne sais, voire même payer la destruction de l'avion pour récupérer le titane. Donc, et tout ceci est la conjonction, et vous l'avez très bien indiqué, c'est la conjonction entre la raréfaction des ressources, la tension qu'il y a sur les ressources et
la puissance que nous donne la révolution numérique pour faire le suivi de toutes les datas et la garantie de la traçabilité. Ce n'est plus de la fiction, c'est bientôt une réalité. Et donc vous comprenez bien qu'on change complètement et que c'est vraiment révolutionnaire, mais que cette révolution industrielle, elle se fonde non pas sur l'énergie, elle ne se fonde pas sur différentes transformations dans la dernière été Internet, elle se fonde sur l'élément structurel de ce que nous sommes, c'est-à-dire sur une planète aux ressources finies. Thank you. So now we have a question from Lior from Canada. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, merci. Le Canada. Nous venons du Canada. Et je voudrais vous remercier, vous tous, pour vos présentations et pour vos préparations pour cette session. C'est une excellente session. Vous avez fait du bon travail. Merci. Et ma question, véritablement, c'est par rapport à quelque chose que vous venez de dire en ce qui concerne la technologie qui est requise pour amorcer le mouvement de l'économie circulaire. Et vraiment, je suis fascinée en général par cette idée. D'où vient cette innovation? Et je pense que dans nos discussions, même ici, au cours de cette session, et en général, il y a eu pas mal... on a parlé de l'environnement, des réglementations, mais très souvent, les choses viennent des entrepreneurs et il y a un écosystème d'innovation. On prend les idées. Et moi, je suis curieux parce que vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas dit ce que vous faisiez sur un marché différent. Quels sont les facteurs, les ingrédients qui contribuent au succès de faire en sorte que vos idées sont passées d'un concept jusqu'à quelque chose qui était vraiment bon et qui avait un impact positif? Puis je prendrai une autre question et ensuite on va donner la parole aux orateurs parce que je pense qu'il y a une autre question là dans le fond. Ils sont pas... Bonjour, I'm going to speak. Je vais parler français parce que c'est beaucoup plus facile pour moi si vous ne m'en voulez pas. J'ai deux questions, notamment par exemple au sujet de la fabrication. J'ai perdu le mot en français, des tails, des tuiles, voilà, en plastique au Cap-Vert. Il n'y a plus de bouteilles, vous avez dit, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que la problématique, c'est est-ce que, effectivement, normalement, si on continue à travailler et sur une économie véritablement circulaire, il y aura de moins en moins de déchets. Donc ça veut dire qu'il faudra toujours réinventer la façon, réinventer le modèle économique finalement, puisque là, si on reste cohérent, on ne va pas importer des bouteilles de plastique au Cap-Vert pour faire des tuiles. Voilà, je voulais avoir une réponse de votre part là-dessus. Et puis également, on parle rarement de toxicité des produits et je voulais savoir comment vous aviez dépassé cette problématique-là, sachant que réutiliser du plastique pour faire d'autres produits, s'ils sont toxiques, si on réinsuffle en fait de la toxicité dans les boucles, c'est pas forcément non plus quelque chose de positif. Donc en tout cas, c'est des questions qui ont émergé dans différentes conférences auxquelles j'ai assisté et j'aimerais savoir comment vous avez appréhendé le problème et pour faire le lien aussi par exemple avec les fibres d'ananas. Je pensais en parallèle à toute la culture des palmes et les conséquences que ça a aussi impliqué dans le sens où maintenant dans certains pays ils ont arrêté certaines cultures du blé pour faire des palmeraies parce que ça était beaucoup plus rentable et en fait il n'y a plus suffisamment par exemple de culture de blé pour nourrir la population. Donc ces problématiques-là, je voulais savoir si vous y avez pensé et si vous avez réfléchi aussi à ça en travaillant sur vos projets. Merci. The last question now. Dernière question maintenant. Ma question et mon commentaire seront très rapides parce que
On m'a demandé poliment de l'être, de ne faire qu'une brève observation. D'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi que les présentations étaient d'un très haut niveau. Et nous vous en sommes très reconnaissants d'avoir rendu tout ça possible et de nous avoir rendu la compréhension très facile. Une autre question pour vous, Bert. Quand quelqu'un collecte toutes ces bouteilles plastiques, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a beaucoup de possibilités de contamination dues à ça. Est-ce que vous avez un système où vous donnez un équipement de protection pour les gens qui récoltent ce plastique? C'est ma première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un système où vous avez le juste prix pour les gens qui vous ramènent ces bouteilles-là? Est-ce que quelqu'un peut bien s'assurer d'avoir toutes les questions? Je vais commencer avec la toute dernière peut-être. C'est la plus facile. Est-ce que c'est sur cette collection de bouteilles, est-ce que c'est sans danger? On essaye de récupérer les bouteilles à un point juste après la consommation. Imaginez si c'est sur la décharge, c'est mélangé avec d'autres plastiques et c'est compliqué de tout séparer, de tout nettoyer. Donc ce qui se passe, c'est que les gens vont à des hôtels, à des restaurants et ils ramassent toutes les bouteilles directement dès qu'elles sont vides. Donc la bouteille est pratiquement propre. Donc c'est la façon dont nous travaillons, être sûr que ça n'arrive pas sur la décharge pour que ça ne soit pas souillé. La chose la plus importante en ce qui concerne la troisième et quatrième révolution, c'est que ça démocratise l'accès à la technologie. Je peux vous dire par exemple que on a payé un demi-million de dollars pour l'imprimante qu'on a acheté il y a une vingtaine d'années. La prochaine, la suivante ici, est 50 millions de dollars. Donc l'accès aux nouvelles technologies est quelque chose de très important. Il faut qu'on combatte les grosses corporations qui sont linéaires et qui veulent produire 600 millions de pompes par an. Maintenant, on a un petit volume de production avec une très haute valeur. Donc, dans l'économie circulaire, vous bouclez la boucle et c'est ce que le client veut, même si le client est distant, est plus loin. Et il faut qu'on change l'état d'esprit des entrepreneurs. Il faut que vous réfléchissiez à d'autres moyens, d'autres façons d'aborder ces nouveaux types de consommateurs. Je suis pas sûre si vous avez répondu à tout, mais la personne qui venait du Canada, merci pour la question. Qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs continuent à marcher et à avancer et à faire face à des défis? Ça réfère à ce que disait Goethe, la détermination. Et j'ai dû refaire un prêt sur ma maison pour mener à bien mon entreprise. J'ai dû traverser des continents. J'ai dû parler à des centaines de personnes et vous ne savez pas vraiment à qui il faut parler, donc il faut que vous croyiez à ce que vous faites pour avancer. C'est pas seulement bon pour vous, c'est bon pour le monde entier. Vous devez avoir cette vision du monde devant vous qui vous permet de passer au-dessus des barrières que vous devez passer. Regardez cette image globale, cette grande vision que vous avez en face de vous. Ça va être votre moteur, c'est ce qui vous va faire avancer. Je vais répondre à votre question. Ce qui vous mène au succès, c'est de rester concentré, solutionner un problème à la fois. Parfois, vous pouvez travailler sur l'énergie, sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, mais vous n'allez pas résoudre tous les problèmes à la fois. Donc, commencez à résoudre un problème, puis bouger, puis avancer vers le suivant. C'est mon conseil.
beaucoup de courage, démonstration de courage, de mots très encourageants, réinvention de l'économie. Félicitations à tout le monde, à vous tous, d'être si courageux et d'être venus à Lille ici pour partager avec nous vos histoires de détermination et de succès. Merci énormément à vous tous et merci à vous d'être venus avec nous aujourd'hui.